de cette session. Donc déjà, peut-être avant de poser des questions, juste pour rappel, un petit mot sur We Are Sista. Donc, We Are Sista, c'est un collectif de femmes entrepreneurs et investisseurs qui promeut plus de diversité dans l'économie numérique et qui encourage notamment plus d'investissements dans les entreprises dirigées par des femmes. Donc, c'est un collectif qui a été créé en 2018. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, derrière cette initiative se cachent 12 dirigeants d'entreprise qui avaient à la base créé une tribune parue en 2018. Depuis, vous avez fait beaucoup de choses et votre mission s'est développée. Vous voulez booster l'ambition des femmes, booster l'entrepreneuriat féminin, le financement des femmes entrepreneurs et finalement féminiser les équipes d'investissement. Pardon. Pas de problème. Donc, peut-être une première, mais au-delà de ça, peut-être aussi un petit mot sur toi, Raphaël, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu as cofondé We Are System et tu travailles également dans un fonds d'investissement en tant que senior associate qui s'appelle Aster. Et donc, pour débuter, question assez classique, mais très importante puisqu'on aime bien chez Empower revenir sur les trajectoires personnelles. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours, ton expérience et nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé à participer au lancement de ce collectif? Tout à fait. Merci Julie pour cette introduction et bonjour à toutes. Donc, mon parcours, moi j'ai commencé à travailler en 2014. À l'époque, j'ai rejoint ce que j'appelle aujourd'hui une micro-structure de conseil. C'était une entreprise qui se lançait. J'étais la 3e employée. Et donc, j'ai travaillé pendant 5 ans dans cette entreprise qu'on a fait grandir jusqu'à 30 employés et qui s'attaquait à l'écart entre les entrepreneurs et les corporates, donc les différences de culture, la difficulté qu'il y avait à travailler ensemble. À l'époque où ce qu'on appelait Open Innovation était encore un buzzword, on ne savait pas très bien quoi mettre derrière. Voilà, donc j'ai travaillé avec des directions générales de grands comptes, beaucoup dans les secteurs de l'énergie, de la mobilité, de l'industrie. Je suis ingénieure de formation. Et avec des entreprises, des startups, des entrepreneurs dans les domaines clean tech, qui étaient lauréates de notre concours, le Clean Tech Open France. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans, à travailler sur la relation startup grand groupe, contribuer à la croissance de l'entreprise. Et puis, au bout de 5 ans, j'ai voulu changer un peu de perspective, me rapprocher des entrepreneurs. Donc, pas seulement aider la transformation des grands groupes, mais vraiment aider la croissance des entreprises et des startups. Donc, c'est en 2018 que j'ai décidé de rejoindre Aster. Donc, ça fait 1 an et demi maintenant que je travaille dans le fonds d'investissement. J'ai changé de métier, donc ça n'a rien à voir. Je suis devenue investisseur en capital risque. Il y a plein de choses qui m'ont surprise, on va dire, parce que j'ai changé de métier, mais un des sujets, c'est le fait que c'est un milieu qui est très masculin, ce qui était étonnamment pas tellement le cas du conseil. Mais voilà, l'investissement, énormément d'hommes, les entrepreneurs, énormément d'hommes. Et donc, très rapidement, en fait, on se retrouve seul dans les événements de networking, dans les boards, les conseils d'administration de start-up. Donc j'étais un peu choquée, d'autant plus que le monde du VC, c'est un tout petit monde où le réseau compte beaucoup. Et donc, le fait que les femmes n'étaient pas visibles, ça faisait qu'on manquait aussi de solidarité. Donc, en fait, moi, tout est parti de là. Et c'est comme ça que j'ai monté en 2019 un réseau, un collectif de femmes dans l'investissement. Et qui est devenu la part de Sista, qui est ce collectif d'investisseurs engagés qui s'engagent pour la diversité au sein des équipes d'investissement, mais aussi au sein des portefeuilles de nos participations. Et en fait, je reviendrai dessus plus tard, mais l'un ne va pas sans l'autre. Il faut vraiment diversifier des deux côtés pour qu'il y ait un cercle vertueux qui se mette en place. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à ta question sur mon parcours. Ça fait donc 1 an et demi que je suis chez Aster et pas tout à fait 1 an que je suis désormais au bureau de Sista. Ok, très clair. Du coup, effectivement, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ton parcours, c'est cette double casquette. Peut-être que ça peut être intéressant dans un premier temps pour revenir un petit peu sur le fonctionnement d'un fonds d'investissement, parce que c'est un milieu parfois un peu mystérieux qu'on ne connaît pas forcément. Donc, si tu peux nous donner quelques éléments sur voilà, comment est-ce que ça se passe du côté d'Aster. Et puis, revenir un peu sur ton expérience en tant que femme dans ce secteur largement masculin. Et du coup, le lien que tu vas faire entre ton activité professionnelle chez Aster et We Are Sista. Tout à fait.
Alors l'investissement, oui, je peux comprendre que c'est un peu flou quand on n'est pas directement dedans. Un fonds d'investissement en capital risque, et donc là je parle exclusivement du capital risque, à savoir les fonds qui vont investir dans des startups à un moment de manière relativement tôt dans leur parcours, dans les premières années en tout cas après qui suivent la création, a trois grandes activités. Il y en a une dont on parle jamais, mais qui est très importante et qui explique aussi nos stratégies. C'est le fait que nous, on va d'abord lever des fonds. On a besoin, en fait, l'argent, il ne vient pas de chez nous, il vient d'autres institutions financières, de corporate, parfois d'acteurs publics comme la BPI. Et il faut qu'on leur vende un peu une stratégie de déploiement de fonds, que ce soit sur un type de secteur sur lequel on va être expert, que ce soit sur même un stade de maturité et en montrant qu'on va être meilleur que d'autres pour leur assurer le meilleur retour sur investissement. Et donc, on va signer un contrat, une fois qu'on a fait cette levée de fonds, signer un contrat avec les sponsors du fonds qu'on appelle les Limited Partners, les LPs, qui va vraiment guider nos stratégies d'investissement. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne comprennent pas forcément que certains fonds ne veulent pas se positionner sur tel ou tel sujet. En fait, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas ou qu'on veut être désagréable, c'est simplement qu'on a un contrat à honorer. Ça, c'est la première activité. Une fois qu'on a levé ces fonds, on va les déployer. Donc, il y a toute une activité d'investissement. On va investir, par exemple, la moyenne des fonds, je pense que c'est entre 10 et 30 startups sur un fonds donné. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, que ça dépend de l'enveloppe en tant que telle, ça dépend du stade d'investissement. On va le faire de manière extrêmement sélective. Il y a moins de 20% des startups qu'on rencontre qui vont terminer dans notre portefeuille. Pourquoi ? Parce que notre modèle et le contrat qu'on se doit d'honorer, c'est d'être capable d'avoir un retour sur un investissement maximal pour satisfaire les personnes qui ont investi chez nous. Et la réalité, c'est qu'il y a encore un très grand taux d'échec au sein des entrepreneurs. Donc, notre travail au quotidien, c'est vraiment d'avoir un deal flow très actif de start-up pour pouvoir sélectionner celles qui correspondent à nos critères d'investissement, qui nous paraissent les plus ambitieuses et avec le plus fort potentiel pour croître jusqu'à l'exit. L'investissement, il est géré par une équipe d'investissement dont je fais partie. Globalement, c'est une grosse partie du travail du fonds. Les partners, eux, vont évidemment participer à la décision d'investissement, mais surtout passer leur temps à l'accompagnement des entreprises. Une fois qu'on a investi, ça ne s'arrête absolument pas là. C'est au contraire le début de l'aventure. On se voit un petit peu comme des coachs d'athlètes olympiques qui auraient déjà tout un tas de qualités pour réussir, mais qui ont besoin d'entraînement, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de rencontrer aussi les bonnes personnes parfois pour tirer vraiment le maximum du potentiel. Donc, c'est le travail qu'on va faire auprès des entrepreneurs jusqu'à l'exit. On est sur des temps relativement longs puisque la moyenne, en général, un fonds d'investissement a une durée de 10 ans. Et donc, entre le moment où on investit et l'exit, en moyenne, il va se passer environ 7 ans. Donc, 7 ans dans lesquels on va travailler aux côtés des entrepreneurs, comme je le disais. Ok, ça marche. C'est très clair. On a une question qui est directement liée avec ce que tu évoquais. Peut-être pour revenir un peu sur d'abord pour commencer et approfondir ton expérience au sein de ce fonds d'investissement. Marine Joannet nous demande quelles compétences et aptitudes faut-il avoir dans le conseil en investissement en capital risque. Elle est commerciale et elle conseille ses clients. Et elle se demande, au-delà du business model et de l'écosystème dans lequel une boîte évolue, quelles appétences sont nécessaires pour accompagner les startups. Donc, un petit peu à la fois, quelles sont les compétences que toi, tu as en tant que senior associate et tu vois au quotidien, voilà, comment se passe ton profil, enfin ton job, entre guillemets. Et après, au-delà de ça, oui, peut-être une partie plutôt axée sur la sélection des startups, si je comprends bien la question. Quelle appétence je vais essayer d'y répondre parce que je ne suis pas sûre de comprendre conseil en investissement capital risque. Donc, je vais répondre aux deux questions qui sont quelles sont les compétences nécessaires pour prendre des décisions d'investissement et quelles sont les compétences nécessaires pour accompagner les entrepreneurs. Pour prendre des décisions d'investissement, je pense que la première chose pour travailler dans l'investissement, il faut énormément de détermination. Toutes les personnes qui travaillent dans les fonds d'investissement en capital risque, globalement, on arrive dans le milieu parce qu'on a envie d'accompagner et d'aider des entrepreneurs. On est passionné, c'est des personnes et des personnalités qu'on admire. Et malgré tout, on passe 99% de notre temps à leur dire non.
Donc, en fait, c'est vraiment compliqué de garder déjà les pieds sur terre, parce que je pense qu'il est assez facile de penser que puisqu'on a le carnet de chèques, on a le pouvoir, mais aussi la motivation de se dire que il faut continuer, il faut chercher et qu'on va trouver la perle rare qui nous correspond à nous. Je pense que la détermination, c'est un gros point. Et l'autre sujet, c'est des qualités d'analyse qui sont ultra poussées. Je pensais, en arrivant d'un cabinet de conseil, travailler avec des directions générales, avoir toutes les qualités nécessaires. Et c'est une des claques que je me suis prise en arrivant en 2018, c'est que en fait, les décisions qu'on nous demande sont prises à un rythme qui n'est pas du tout le même. En un mois typique, moi, je vais devoir analyser au moins 20 entreprises pour dire si oui ou non on a envie de continuer. L'objectif, c'est que les journées font 24 heures. Et puis, on a tous une vie à côté, en tout cas, on essaye. Et donc, on ne peut pas passer 2 semaines sur chaque entreprise. Donc, il faut réduire au minimum. Et c'est vraiment difficile, parce que même humainement, en fait, comment on crée une relation, mais réduire au minimum le temps qu'on va passer avant de décider si on n'investit pas. Parce que quand on décide d'investir, ça veut dire qu'on a passé du temps. Mais quand on décide de ne pas investir, l'objectif, c'est de prendre cette décision le plus tôt possible. Et donc, d'avoir une sorte de ping-pong mental et avec les autres membres de l'équipe pour savoir en fait quels sont les red flags qui vont faire qu'on ne va pas investir. Ok, ça marche. J'espère que ça a pu répondre à ta question, Marie. Si on passe maintenant plutôt à la partie We Are Sista, donc peut-être, donc on a un petit peu présenté We Are Sista en introduction, mais grâce en fin de compte, vous avez publié un baromètre avec le BCG qui revient effectivement sur les inégalités de financement entre les dirigeants et les dirigeantes de start-up. Donc juste pour votre information, on apprend qu'en France, les startups fondées par des femmes ont en moyenne 30% de moins de chances d'être financées que celles fondées par des hommes. Donc, vous, de votre côté, vous, Yarsista, quels sont les différents dispositifs que vous mettez en place et et peut-être pour commencer, quel a été le constat que toi, tu as pu faire personnellement dans ton expérience, mais également que collectivement, vous avez pu faire sur à la fois les freins que vous pouvez identifier et du coup, les dispositifs que vous pouvez mettre en place. Alors mon tout premier constat, c'est celui que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les femmes, s'il y en a, en tout cas, on ne les voyait pas. Ce qui était l'avantage de monter ce collectif, c'est que quand on s'est retrouvé à une centaine dans une salle pour le premier événement de lancement l'année dernière, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des femmes, c'est juste qu'on ne les voyait jamais. Donc ça, c'était déjà plutôt positif. Les freins les plus importants, et c'est important de vraiment d'en prendre conscience, c'est que tout est une histoire de biais cognitifs, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs inconscients, qu'on a tous parce que la société, parce que l'éducation, parce que plein de choses, et c'est complètement normal, font qu'on va prendre des décisions dans un sens ou dans l'autre sans forcément le savoir, sans forcément réfléchir aux raisons profondes pour lesquelles on a pris ces décisions-là. Et on a des biais sur tous les sujets, on a des biais évidemment de genre, on a des biais de religion, on a des biais sur l'âge des personnes auxquelles on peut parler. Et ça oriente toutes nos décisions. Je pense que ce qui a révélé Sista dans tout le travail qui a été fait avant de lancer notamment la charte d'engagement auprès des fonds auxquels je reviendrai, ça a été vraiment de faire prendre conscience aux uns et aux autres qu'on a ces biais-là. Et moi, je vais me livrer un petit peu à titre d'exemple. Je suis une femme et mon compagnon est d'origine marocaine. Je suis biaisée contre les femmes et contre les personnes de culture musulmane. Donc, c'est difficile de se rendre compte et d'accepter qu'on a ces biais-là. C'est pas parce qu'on en prend conscience que tout d'un coup, ça va changer et qu'on va arrêter de les avoir, mais ça fait déjà une énorme partie du travail. Et je pense que les entrepreneurs sont confrontés à énormément de biais parce que la société a certes progressé, mais il y a encore du progrès à faire, a énormément de biais. D'une part, leur propre biais de se dire qu'on va avoir l'ambition et l'audace aussi de lever des fonds autant que les hommes. Et ça, on le voit, les chiffres en parlent, des femmes qui lèvent pour leur première levée de fonds 2 fois moins que les hommes, vont demander moins de 500 000 euros, alors que les hommes demanderont plus d'1 million. Donc, ce premier biais-là qui les concerne elles-mêmes. Et les investisseurs, évidemment, dont je fais partie, qui ont ce biais de se dire, en fait, toutes les entreprises, ou presque, qu'on voit qui ont réussi, sont l'idée par des hommes.
Et sans s'en rendre compte, on va juger une femme de manière beaucoup plus dure, beaucoup plus par rapport aux raisons pour lesquelles elle échouera plutôt que les raisons pour lesquelles elle pourra réussir. Et indirectement, tout cela, ça mène à des décisions qui sont... Une des solutions, c'est de diversifier les équipes. C'est pour ça que tout à l'heure, j'expliquais que la diversité au sein des portefeuilles et la diversité des équipes d'investissement étaient complètement liées. C'est qu'on peut, dans une certaine mesure, se battre contre ses propres biais, mais le plus efficace, c'est de ramener davantage de monde dans l'équipe pour que les biais des uns et des autres s'annulent. Et quand on parle de diversité, on ne parle pas que de diversité de genre, on parle de tout type de diversité. Et ça, je pense que c'est un effort qui est à faire, qui est fait de plus en plus, mais qui pourra, je pense, lever beaucoup de freins que rencontrent les femmes dans l'accès au financement. Ok, hyper intéressant. Et du coup, peut-être si on revient un petit peu sur l'histoire en tout cas, et qu'est-ce qui a poussé effectivement, parce que donc qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui a disons permis au collectif de se monter, quelles ont été les premières actions, et voir un petit peu l'ensemble des dispositifs que vous avez pu mettre en place pour justement lever ces freins et faire en sorte que le monde du financement soit plus inclusif. Peut-être déjà dans un premier temps du côté du côté finance, et après aussi du côté bien évidemment des entrepreneurs. Comme tu le dis, c'est deux actions, et j'imagine que vous menez en parallèle. Une première action qui est liée à ce que je disais avant, parce que je me rendais compte que je ne l'ai pas mentionné, donc c'était peut-être pas clair, c'était de diffuser très largement le test de biais d'Harvard qui permettait de tester ses propres biais. Parce que quand je disais que j'étais biaisée contre les femmes, en fait, on me demandait peut-être comment je le savais. Mais ce serait intéressant, je pense, de partager le lien. Ça s'appelle le projet implicite d'Harvard. Donc, il y a tout un tas de biais. Je mentionnais par exemple l'âge des personnes. Enfin, il y a pas mal de choses, c'est assez intéressant. Mais pour revenir à Sista, ça a commencé avec une tribune, donc comme tu l'as très bien présenté tout à l'heure, et en fait un dispositif assez grand public au début, avec, j'ai trouvé ça absolument génial, une campagne de pub qui avait été diffusée à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le métro parisien, où on voyait les visages de femmes chefs d'entreprise qui ont très bien réussi. À gauche de l'image, donc leur visage tel qu'il est, à droite de l'image, leur visage photoshopé en homme. Et la phrase en dessous, par exemple, pour Céline Lazorte, qui est cofondatrice de Sista, si Céline était un homme, elle aurait 60... Elle aurait, je ne sais plus quel était le chiffre à ce moment-là, 70% de chances de lever des fonds. Faut-il être un homme pour réussir? Et donc ça, je pense que ça a eu pas mal d'impact à l'époque. Et c'était déjà pour, on va dire, attirer l'attention. Et derrière, la grande initiative de Sista, c'était d'impliquer les fonds d'investissement, parce qu'à nouveau, je pense qu'on a cette responsabilité, quand on investit, de mettre en avant et de permettre à des entrepreneurs de réussir, et donc de les impliquer dans une charte de bonnes pratiques pour les engager, leur faire prendre des engagements vis-à-vis de la diversité de leur deal flow, de leur portefeuille et des équipes. Donc, des bonnes pratiques qui sont assez concrètes sur la manière de recruter, sur la manière dont les femmes peuvent accéder à leur deal flow, justement. Et ça, c'était un roadshow pour avoir récolté des signatures qui a pris de longs mois. Ça a été très compliqué, mais grâce notamment au soutien des pouvoirs publics et notamment de la BPI, et il faut le rappeler, la BPI est elle-même investisseur au sein de tout un tas d'autres fonds, forcément ça a accéléré et puis ça a fait au bout d'un moment boule de neige. Et cette charte a été signée en octobre à Bercy, en octobre 2018 à Bercy, en présence de Cédric O et de Marlène Schiappa. Donc c'était une très belle soirée, et je pense que ça a vraiment... à nouveau, on pourra en reparler, mais ça a vraiment marqué les esprits et impulsé un vent de changement là-dessus. Derrière, cette charte est déclinée auprès d'autres types d'investisseurs, des investisseurs corporate, qu'on appelle les corporate venture capital, ou même des accélérateurs. Un exemple assez concret de ce qui est organisé, c'est un fonds signataire va organiser au moins une fois par an des portes ouvertes. On les appelle les Inclusive Hours, qui vont permettre à des femmes entrepreneurs d'accéder aux équipes lors d'une soirée ou d'un petit déjeuner. Il y a plusieurs formats. Parce que tout simplement, avoir accès à des VC, à nouveau, c'est des questions de réseau. Parfois, on ne connaît pas les bonnes personnes, on n'a pas la bonne porte d'entrée et du coup, on n'y arrive pas. Donc, organiser ces portes ouvertes, c'est vraiment volontairement dire on est ouvert à d'autres profils.
Donc ça, il y en a depuis plus de 6 mois, il y en avait jusqu'à récemment 1 fois par mois. Et on a pris la décision, là, pendant la crise, de réorienter nos efforts différemment. Et donc, ils ont été mis en pause actuellement et la communication sortira demain. On a travaillé sur la mise à disposition de 100 mentors pour les femmes entrepreneurs qui ont des profils soit d'entrepreneurs qui ont déjà un peu de bouteille, qui ont déjà réussi, soit des investisseurs ou même des profils assez haut placés dans les corporates qui vont prendre du temps et dédier des heures dans les 12 mois qui viennent aux entrepreneurs qui font face à la crise en cours. Eh ben super. Donc, en tout cas, j'espère que les participants ont pris note de cette actu et on a hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, j'avais aussi une question. Aujourd'hui, Sista, c'est combien de personnes? Et il me semble que dans nos échanges, on avait aussi parlé et évoqué le fait que vous étiez aussi un réseau, que l'idée, c'était aussi de créer du lien. Et donc, peut-être aussi tout cet aspect-là, parce que je trouve que vous menez, vous êtes un collectif hyper ouvert qui accueille à la fois des entrepreneurs, des institutionnels. Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette partie-là? Alors, je t'avoue que je ne sais pas si je pourrais dire combien de personnes, parce que c'est tellement ouvert qu'il n'y a pas d'inscription pour avoir accès à ça. Sur la partie investisseur, donc moi je suis en charge, il y a plus de 200 personnes, 200 femmes investisseurs qui sont dans le réseau, qui est un sous-réseau de Sista, qui est Sista VC, qui sont des investisseurs françaises, mais qui investissent en général à l'international également. Le collectif Sista, tel qu'il s'est monté avec le conseil d'administration, il y a une quinzaine de personnes. Et derrière, j'imagine que l'information est disponible, mais il y a des dizaines et des centaines d'entrepreneurs qui sont venus dans les Inclusive Hours, qui ont déjà fait appel à nos mentors dans la version bêta de ce que je présentais juste avant. Mais c'est évidemment un collectif, c'est un collectif qui s'étend. Il y a des initiatives pas exactement semblables, mais similaires dans d'autres pays européens. On discute très régulièrement, à la fois pour diffuser et puis encourager ces prises de position. Et si on refait un petit peu le lien, justement, parce que comme tu le disais, toi, tu œuvres spécifiquement aussi sur Sista VC. Donc, du coup, sur la partie fonds d'investissement, ce genre de choses, qu'est-ce que vous envisagez de mettre en place? Comment est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu vois les choses évoluer de la partie, plus sur la partie deal flow et fonds d'investissement? Comment est-ce que vous coopérez et collaborez à ce niveau-là? Alors, je peux en parler chez Aster et puis de manière générale. Chez Aster, quand je suis arrivée, j'ai été longtemps la seule femme dans l'équipe d'investissement. On est désormais 2. Je suis convaincue qu'avoir 2 visages féminins sur notre site internet, ça attire davantage les entrepreneurs féminines parce que le taux a un petit peu augmenté. Après, il faut rester réaliste. On investit dans des secteurs très tech autour de l'industrie, de la mobilité, et c'est typiquement des secteurs où il y a encore moins de femmes entrepreneurs qu'ailleurs. Donc, c'est terrible. Le taux de candidature, si je puis dire, reste très bas. Donc c'est sûr que ça reste compliqué. Mais on voit une progression, on voit même une progression des candidatures pour rejoindre notre fonds d'investissement. Les femmes attirent les femmes, la diversité attire la diversité, donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Et de manière générale, si je parle plus du milieu des fonds d'investissement en général, on a vu depuis le début de l'année beaucoup de promotions de femmes qui étaient dans ce métier depuis déjà de quelques années. Beaucoup de promotions à des postes plus élevés, notamment à des postes de partners. Donc, le constat qui a été fait en 2018 et 2019 de la moitié des fonds français, les principaux fonds français n'ont pas une seule femme partner, il est déjà plus vrai. Donc, ça, c'est déjà une très, très bonne nouvelle. On mettra à jour ces éléments-là dans le cours de l'année. Mais une prise de conscience, je pense que globalement, il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup plus d'opportunités dans le milieu pour les femmes que pour les hommes aujourd'hui. À tous les niveaux, c'est parfois porté par des mauvaises raisons de se dire qu'on va être jugé ou autre. Je pense qu'il y a des fonds d'investissement qui n'ont pas forcément eu cette conviction dès le départ, parce que sinon ils auraient pris la décision avant. Mais en tout cas, ça bouge. Et auprès du deal flow, je trouve, et ça je pense honnêtement que ce n'est pas lié à Sista, c'est une question de génération,
je trouve que les très jeunes entrepreneurs qui sortent de leur parcours académique tout juste ont une position qui est complètement différente et ont déjà intégré qu'il était important d'avoir une équipe variée pour prendre des bonnes décisions. Et du coup, en fait, avec les très jeunes entrepreneurs, moi, j'ai moins ce problème d'avoir des équipes 100% masculines. Donc, une évolution plutôt positive à ce niveau-là. Et du coup, si on veut justement continuer à féminiser et à permettre à plus de femmes entrepreneurs de lever des fonds, j'ai vu que cette question était ressortie notamment. Toi, de ton point de vue d'investisseur, quels sont les conseils que tu donnerais aujourd'hui à des entrepreneurs, notamment féminines, mais pas que, qui souhaitent lever des fonds? Est-ce que ce soit au niveau des étapes, parce que notamment on se pose souvent la question de quand est-ce qu'on doit lever, mais aussi disons des éléments clés qu'il ne faut pas oublier ou tout simplement des bonnes pratiques. Alors, il pourrait y en avoir énormément. Ouais. Pour le coup, les fonds essayent, je sais qu'à nouveau, c'est un milieu qui est assez mystérieux, mais il y a un effort de beaucoup de fonds d'investissement en France et en Europe pour expliquer comment ils prennent des décisions, comment ça fonctionne, donner des conseils. Donc, j'encourage tous les entrepreneurs à aller chercher ces ressources en ligne. Il y a beaucoup de choses qui sont publiées sur Medium. Donc, vraiment, de la recherche documentaire permettra d'avoir pas mal de résultats. Ce que je dirais spécifiquement pour des entrepreneurs femmes, spécifiquement, c'est d'être visible. Je le répète jamais assez, mais ça reste un petit monde, un monde de réseau. Et je pense que les femmes, plus que les hommes, ont l'impression de perdre leur temps dans des soirées de networking. Je pense que c'est le cas, parfois. Hein, mais il n'empêche que c'est important. Ça peut toujours servir d'avoir quelqu'un qui ouvre la porte, c'est essentiel. On reçoit tous les fonds d'investissement ou une boîte contact où on reçoit des dossiers. Je pense tous les fonds le diront, personne n'a jamais fait un seul investissement sur un dossier qui est arrivé via la boîte contact et qui n'a pas été recommandé. Donc vraiment, être visible, se faire aider, compter sur son réseau, c'est essentiel. Et il faut accepter parfois, passer un peu moins de temps sur l'opérationnel pour entretenir ça. Et là-dessus, je pense que les femmes le font un peu moins que les hommes. Et puis, au-delà de ça, évidemment, soyez audacieuses et ambitieuses. Et puis, une fois que vous avez réussi, rendez au réseau et épaulez les femmes qui cherchent à le faire, parce que la solidarité dans notre milieu est essentielle. Je discutais, Julie, on en parlait la dernière fois, il y a un syndrome qu'on appelle le Happy Survivor Syndrome, qui est globalement, on galère tellement en tant que femme, une fois qu'on a réussi, on se dit qu'il n'y a pas de raison que les autres ne galèrent pas, et donc on ne va pas les aider. Il faut sortir de ça, vraiment. On est d'accord, on est totalement d'accord. Ok, super. Et de toute façon, je pense qu'on aura d'autres questions plus spécifiques, mais effectivement, je suis d'accord et je trouve que c'est aussi ce que vous faites et ce que vous permettez, vous donnez la parole à plus de femmes et aussi en les valorisant et en les mettant en avant. Donc vraiment, ne pas hésiter à prendre de la place parce qu'on a toujours peur d'être trop visible, d'en faire trop. Mais au contraire, soyons visibles et épaulons-nous. Du coup, j'ai une autre petite question pour changer un petit peu de perspective. On parle de plus en plus, donc on le voit, les fonds sont en train de se féminiser, le deal flow, on sent effectivement qu'il y a un changement dans les mentalités. Et ce changement, il ne concerne pas uniquement le prisme féminin, mais également le prisme de ce qu'on pourrait appeler l'investissement à impact. Donc, quand on parle d'investissement par impact, on entend souvent les green tech, tout ce qui va toucher à l'écologie ou en tout cas à des investissements pour des solutions plus durables, disons. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est ton analyse? Est-ce que l'impact, ça fait vendre? Est-ce qu'il y a donc un décloisonnement un petit peu entre recherche de rentabilité et projets dits positifs, entre guillemets? Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien qu'on pourrait faire avec ces fonds d'investissement à impact et des fonds plus inclusifs? Voilà une autre question. La réponse très courte, c'est la diversité de genre et sauver des pingouins, c'est pas la même chose. Et la réponse plus longue, elle est un peu plus nuancée. Factuellement, sur l'impact, il y a quelques années, ça a un peu changé déjà, il y a quelques années, il y a énormément de fonds dits à impact, donc avaient contractuellement cette thèse d'investir que dans des projets impact qui sont lancés. Aujourd'hui, je pense, tous les fonds qui cherchent à lever des fonds
sont obligés de l'inclure. C'est pas parce que et aujourd'hui on parle moins de, enfin évidemment il y en a encore qui sont actifs, mais les nouveaux fonds sont nécessairement à impact. Ils sont nécessairement à impact parce qu'il y a un moment, quand on veut investir sur des tendances qui vont toucher les 10 prochaines années, parce que c'est l'horizon de temps dans lequel on investit, ça n'a plus aucun sens d'investir dans des hydrocarbures fossiles. Enfin, il y a un moment, c'est juste une question de bon sens. Et du coup, parler d'impact aujourd'hui, c'est juste parler de performance. Je pense qu'il ne faut pas faire l'écart. Il y a eu beaucoup je trouve plus le terme, mais beaucoup de fonds qui sont un peu fait mousser, je pense, avec ces sujets-là. In fine, quand on regarde les investissements qui sont faits, c'est les mêmes que les autres. Donc, après, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Je ne veux pas du tout dire ça pour critiquer. Ça veut dire qu'on est enfin arrivé, je pense, sur ce sujet d'impact à un peu plus de bon sens partagé par l'ensemble des fonds. Sur les sujets de diversité de genre, je pense qu'on n'en est pas encore là. Ouais. Que les fonds exclusivement féminins, c'est comme les réseaux exclusivement féminins ou les incubateurs exclusivement féminins, c'est un mal nécessaire en période de transition. Et donc, aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui pensent qu'embaucher une femme et sauver un pingouin, c'est la même chose. C'est triste, mais je pense que ça va changer. Et si on regarde ce qui s'est passé sur l'impact, il n'y a pas de raison que ce soit la même chose. D'ailleurs, dans Sista VC, il y a une investisseur qui s'est pas mal investie, qui travaille dans un fonds français, mais qui était d'origine suédoise, et qui nous expliquait qu'en Suède, organiser des soirées féminines, c'est très, très mal vu. C'est juste pas possible du tout. Et en fait, c'est bien, c'est rassurant. Et je pense que c'est vers ça qu'on va tendre dans quelques années, le plus tôt possible. Effectivement, on serait totalement d'accord par le fait qu'on ne soit pas obligé, en tout cas, de passer par cette étape et que ça devienne normal d'avoir des soirées sans parler de genre, puisque en fait, l'inclusion serait naturelle, disons. Du coup, ton dernier point me fait penser également à une autre question que j'avais, parce que bon, les fonds d'investissement, et notamment Aster, et j'imagine aussi We Are Sista, l'investissement aujourd'hui peut être français, mais aussi européen, voire international. Et il y a beaucoup de liens qui se font aussi bien au niveau de l'entrepreneuriat, du milieu et de l'écosystème de l'entrepreneuriat social, par exemple, l'entrepreneuriat impact, mais pas que, qui se font à un niveau plus large. Et donc, que ce soit au niveau de, par exemple, pour We Are Sista, quels sont les liens que vous avez avec des acteurs plus européens, voire internationaux, et surtout dans quelle mesure ça peut vous aider et ça peut permettre encore une fois de donner plus de visibilité et de porter ce message dans une plus large mesure. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas l'organisation internationale qui représente l'égalité d'accès au financement. Il y a énormément, et c'est tant mieux, d'initiatives qui viennent soutenir ces sujets-là dans tous les pays européens. Je pense que celle qui s'en rapproche le plus, elle est d'ailleurs pas européenne, elle est américaine, c'est The Billion Dollar Fund for Women, oui, c'est comme ça que ça s'appelle, qui a eu cette démarche de faire signer des fonds d'investissement et les engager, les encourager à dédier au moins une partie de leur enveloppe à des projets portés par des femmes. Donc, il y a des choses. La philosophie qui est derrière Sista, c'est pas de refaire ce qui existe déjà très bien ailleurs. Je pense qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour faire avancer les choses collectivement. C'est pour ça que c'est un collectif. Donc, on a évidemment des liens avec The Billion Dollar Fund for Women, mais avec d'autres organisations. En Europe, on n'a pas trouvé encore d'initiative Sista réellement qui a engagé les autres fonds européens dans cette voie. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de choses à faire. La charte a été signée il y a 6 mois, donc on n'est pas au bout de l'aventure et il y aura sûrement d'autres annonces. Et on a hâte de voir ça. Juste une petite question avec le fonds que tu viens de mentionner, donc The Billion... Bref, est-ce que c'est le fonds de Barbara Kahn, nous demande si c'est le fonds de Melinda Gates, et il me semble que c'est le cas. Mais Et il me semble que c'est le cas également, oui, absolument. Il faudrait peut-être vérifier, mais effectivement, il me semble que c'est le cas. Juste pour information, je note aussi toutes vos questions, mais on y reviendra à la fin. Effectivement, juste aussi, du coup, ça me fait penser à une autre question. Comme tu disais, il reste beaucoup de choses à faire. Et tu parlais effectivement de l'émergence de fonds d'investissement féminins, où on voit qu'il y a une prise de conscience. Quelle est ta vision, toi, de l'évolution du secteur du VC
d'une part, mais aussi bien évidemment l'entrepreneuriat, donc à chaque fois cette dualité dans 5 ou 10 ans, et quels sont un petit peu les prochains et on espère derniers freins qu'il faudrait encore lever, et comment est-ce qu'on pourrait le faire voilà, sur un plus long terme. Donc, si je comprends bien ta question, c'est quels sont les freins qu'on n'a pas encore adressés qui vont Ouais, passer dans les prochaines années? exactement. Je vais pas me réinventer ministre de l'égalité des chances. Je pense qu'il y en a plein. Oui. Et il y en a plein qui viennent qui sont dans l'éducation qu'on reçoit. Enfin, je pense que si ça n'a pas vocation à tous les adresser, l'objectif c'était de cibler ce frein qui touche directement les entrepreneurs. À nouveau, je pense que le premier, c'est des questions de biais. Des biais, ça met du temps à changer. C'est parfois des questions de une génération. C'est des questions de diversité dans les équipes d'investissement. Aujourd'hui, les fonds qui engagent des analystes, ben, en fait, pour les faire grandir et arriver au poste de partenaire, il va encore se passer quelques années. Donc, même si la prise de conscience est là, le temps que les choses changent réellement, je pense qu'on en a encore pour quelques années. Ok, très clair. Il est 40. Écoute, il y a beaucoup de questions, donc je pense que c'est peut-être pas mal si on passe maintenant à la partie de questions-réponses avec nos différentes personnes, et on pourra approfondir peut-être plus en amont certains points. Alors, sur les questions, et je pense qu'effectivement, une des questions qui revient un petit peu le plus souvent. Tu as mentionné par exemple les boîtes contact et le fait qu'il fallait se créer un réseau. On a notamment une personne qui nous demande quelle est la meilleure façon d'approcher un groupe d'investisseurs. Comment est-ce que qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à une personne, un entrepreneur ou une future entrepreneur ou qui envisage de lever des fonds, d'approcher et tout simplement d'aborder ces investisseurs? Ben, comme je le disais, je pense trouver quelqu'un qui fera une introduction, donc une recommandation, ça c'est sûr que c'est le meilleur moyen de rentrer. Ce sera encore plus efficace si c'est quelqu'un qui est haut placé dans le fond. Après, les analystes sont aussi beaucoup plus disponibles, donc quelle que soit la personne dans l'équipe d'investissement, avoir une recommandation permettra d'avoir un retour, ça c'est sûr et certain. Ensuite, se rendre visible pour les investisseurs, c'est avoir déjà eu, on va dire, la confirmation de pairs. Et des pairs, ça va être des programmes d'accélération, des incubateurs. Donc, on est tous très attentifs aux entreprises qui sortent de ces programmes-là. Donc, c'est une autre manière de se rendre visible. Et j'avais une autre idée. Non, et autrement, participer aux Inclusive Hours et s'inscrire sur l'initiative qu'on lance demain qui s'appelle Sista Bold. Vous en entendrez parler. Et c'est exactement ce que j'allais leur proposer. Bah, super. Et effectivement, je pense que les Inclusive Hours sont vraiment une super initiative, et on a hâte de voir ce que vous allez lancer demain. Autre question plutôt liée effectivement à la situation actuelle. Pauline nous demande si ce sera plus difficile de lever des fonds après la crise du corona. Je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Et au-delà de ça, moi, je m'interroge aussi sur dans quelle mesure ce qui se passe en ce moment a pu impacter vos activités. Comment est-ce que vous engagez ou rassurez ou vous envisagez la suite, tout simplement, si tant est que c'est possible. Oui, mais il faut au moins un tout petit peu. Ouais. Il y a plusieurs réponses parce qu'il y a plusieurs phases. Il y a eu la phase de confinement avec le coup d'arrêt sur toute l'économie et qui passe, hein, qui vient tout juste de passer, mais la phase dans laquelle on est n'est pas beaucoup plus glorieuse. Tous les fonds d'investissement se sont précipités au chevet des entreprises de leur portefeuille parce que c'est la priorité. On a pris des engagements auprès d'elles, on veut les soutenir. Et survivre à travers une crise comme celle-là, en fonction des secteurs dans lesquels les entreprises pouvaient être ou leur situation financière, ça nécessitait des actions de très très court terme. Donc ça, c'est sûr que ça a mobilisé les investisseurs et que pendant cette période-là, et je pense que c'est encore un petit peu le cas, il y a un peu moins de disponibilité pour des nouveaux dossiers. Ceci étant dit,
est-ce qu'après la crise, ce sera plus difficile de lever des fonds? Donc après la crise, qu'est-ce que ça veut dire également? Parce que si c'est après la crise, c'est-à-dire on revient comme c'était avant, je pense que ça n'arrivera pas. Ça ne reviendra pas comme c'était avant. Et dans le meilleur des cas, si on retrouve une sorte de vie sociale qui ressemblait à ce qu'on avait avant, c'est une fois qu'on aura un vaccin, donc c'est plutôt en 2021. Donc dans tous les cas, ça va prendre un peu de temps. Le métier des investisseurs, c'est de prendre des paris sur l'avenir en essayant de maîtriser au maximum le niveau de risque qu'ils vont prendre. Il y a des secteurs d'activité qui sont impactés très positivement par la crise et qui, a priori, ont des perspectives à moyen terme relativement positives. Ces entreprises-là, je pense, pourront discuter avec des fonds et réussiront à lever des fonds. Il y a un degré d'incertitude sur tout un tas d'autres secteurs qui ont été plus durement frappés, qui est encore très élevé et qui va du coup nécessiter à minima des process beaucoup plus longs, pas nécessairement l'impossibilité de lever des fonds, mais des process beaucoup plus longs pour rassurer les investisseurs. Donc globalement, les fonds qui ont été levés par les fonds d'investissement actifs, ils sont encore présents sur le marché. Il faudra qu'ils les déploient. En fonction des fonds, ils auront des stratégies différentes en fonction de la quantité de leurs fonds qu'ils vont allouer aux entreprises existantes et à des nouvelles entreprises. Je pense malgré tout que c'est absolument pas l'arrêt, en tout cas, du marché. Et j'aime toujours rappeler que parmi les licornes qu'on connaît aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui ont commencé à lever des fonds juste après la crise de 2008. Totalement. Et je pense que c'est très bien aussi de montrer que vous avez été là pour soutenir des entrepreneurs et de toute évidence, votre activité, vos actions ne vont pas s'arrêter et potentiellement la reprise pourra être possible et faisable pour bon nombre de nouveaux projets. Donc, je pense au contraire que ça peut être une période très, très intéressante et qu'il ne faut pas baisser les bras, au contraire. Donc, merci pour ce retour. On a une autre question qui concerne plutôt la charte Sista. Pour rappel, la charte Sista, vous l'avez lancée récemment et elle a été diffusée et signée par une cinquantaine de fonds d'investissement. En tout cas, plus de 60. Plus de 60, voilà. Merci pour être sûr. Et notamment sur des engagements concrets. Donc, la question de AMCB est effectivement sur cette question des engagements et elle cherchait également à savoir si cette charte pouvait s'appuyer sur des mesures législatives qui puissent permettre d'imposer ces engagements, puisque beaucoup de signataires n'ont au final que très peu de femmes dans les équipes et dans leur portefeuille. C'est ce que nous dit la participante. Effectivement, cette question est hyper intéressante parce qu'elle pose aussi vos relations avec des acteurs peut-être plus institutionnels. Comme tu l'as mentionné, la BPI a été d'un très grand soutien. Donc voilà, comment est-ce que vous pouvez lever de nouveaux leviers potentiellement via d'autres acteurs plus institutionnels? Je pense que les projets portés par Sista et par les fondatrices de Sista sont écoutés et entendus par toujours, en l'occurrence, Cédrico et Marlène Schiappa, qui sont assez proches de ces projets-là. Il y a plein de choses à faire au niveau réglementaire. Un exemple, récemment, Céline Lazorte, qui est également cofondatrice de Sista, a participé au lancement je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais un projet une charte que les entreprises ont signée pour accorder un congé parental, un deuxième congé parental à leurs employés. Donc, c'est un exemple d'une mesure qui favoriserait l'égalité des genres. Il y a énormément de choses à faire. Est-ce que demain, on aura une loi qui dira aux fonds d'investissement, vous êtes obligés de déployer vos fonds de telle manière? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas comme ça. En revanche, je pense que, et c'est déjà des discussions qui existent, on peut avoir des lois qui diront, pour les entreprises de telle taille, les conseils d'administration doivent avoir un tel degré de diversité. Ce qui est aujourd'hui pas encore tout à fait le cas. Donc, il y a des choses qui vont arriver comme ça. Je pense qu'on est encore loin d'une loi qui impose aux fonds d'investissement la manière dont ils déploient leur argent parce que c'est un sujet à nouveau contractuel entre les fonds et leur LPs. En tout cas,
une société comme Aster, et quand je parle de fonds d'investissement, on parle de gestionnaire de fonds, les personnes qui vont imposer la manière dont ces fonds sont déployés, c'est ceux à qui appartiennent les fonds. Donc, c'est des acteurs financiers, institutionnels et corporate qui pourraient à ce moment-là devoir faire face à de nouvelles réglementations. Ok, très clair et hyper intéressant. J'essaie de prendre un petit peu toutes vos questions. Il y a beaucoup de questions, notamment une qui est un petit peu en lien avec ce que tu viens d'évoquer, peut-être sur vos liens avec des accélérateurs et des incubateurs, par exemple Willa qu'on connaît, ou FBA. Donc, tu les as un petit peu mentionnés, mais effectivement, peut-être revenir sur ces liens parce qu'effectivement, la notion d'écosystème prend tout son sens, notamment pour un collectif comme Sista. Et alors, autre question, envisagez-vous aussi de prendre à bras le corps le problème de stéréotypes de genre pour que plus de femmes en école se portent vers les métiers de l'investissement? Donc, effectivement, on a un petit peu évoqué cette question de comment œuvrer. Tu as mentionné notamment l'école comme étant un des leviers pour plus d'égalité hommes-femmes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé et si oui, de quelle manière? Oui, tout à fait. Je pense que pour attirer les femmes dans ces métiers-là, il faut agir tôt. Il y a déjà des initiatives qui viennent un peu évangéliser les étudiantes sur les métiers du private equity. Il n'y avait pas forcément grand-chose sur le venture capital, qui est, il faut quand même le rappeler, une industrie très jeune, qui, jusqu'à il y a quelques années, ne comptait pas de jeunes professionnels dans les équipes. Le venture capital, pendant très longtemps, ça a été un métier, déjà ça a toujours été des toutes petites équipes, et ça a été un métier quasiment que de personnes qui avaient un long track record d'entrepreneuriat ou d'investissement. Mais globalement, il n'y avait pas de métier pour les jeunes. Donc aujourd'hui, c'est un secteur qui attire beaucoup. C'est vrai qu'il attire plus les hommes encore que les femmes. Mais oui, il y a des initiatives. On a, par exemple, on s'est rapproché d'une initiative qui s'appelle Baby VC, lancée par des étudiants pour former d'autres étudiants au métier du venture capital et préparer leurs entretiens. Donc, on a fait du lobbying pour que la promotion d'étudiants sélectionnés soit mixte, parfaitement mixte. C'était presque le cas. Donc on essaye en effet de faire ça, d'intervenir dans les écoles qui derrière nous envoient des étudiants en candidature. Ok, ok, super. J'ai vu aussi passer des questions plutôt pour revenir du point de vue de l'entrepreneur. Donc, une question plutôt sur les critères majeurs qui permettent de sélectionner un projet plutôt qu'un autre sur un fonds d'investissement. Tu l'as évoqué, il y a effectivement une très large étape d'analyse de votre part qui est faite, mais est-ce qu'il y a des critères qui sont plus importants que d'autres? Et également, encore une fois, toujours cette question de quand est-ce qu'on peut lever des fonds. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir un chiffre d'affaires? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir des clients? Donc plutôt peut-être appeler effectivement les différents types de fonds et qui correspondent à différentes phases pour expliquer un petit peu la temporalité. Il y a plein de questions en une. Oui, je suis désolée, il y a beaucoup de questions. J'essaye de… Alors, déjà, pour le rappeler, je viens du monde du capital risque. Donc, Ouais. je suis très biaisée parce que ce n'est qu'un seul type d'investissement qui ne correspond pas à tous les projets. Le capital risque va chercher à investir dans des entreprises qui ont le potentiel de devenir une licorne pour réaliser des retours sur investissement, des multiples de x2, x3, x5, x10, x100 à la sortie. C'est un pouillème de ces entreprises qui peuvent exister, et les montants sont également une poche parmi d'autres financements qui peuvent exister. Quel est le bon moment pour lever des fonds? Je pense qu'il ne faut pas imaginer que les fonds, que ce soit d'ailleurs des fonds publics d'investissement, n'importe quel fonds ne va jamais s'attacher à regarder une photo de l'entreprise. Il s'agit de démontrer une dynamique. Donc une dynamique, quand on n'a qu'un PowerPoint, c'est vrai que c'est difficile à démontrer. En général, les personnes qui vont investir sur un PowerPoint sont des profils très particuliers, des business angels éventuellement, ou quelques incubateurs spécialisés qui vont plutôt s'attacher au track record des entrepreneurs et pas à grand-chose d'autre, parce qu'en général, il n'y a pas grand-chose d'autre. Une fois qu'on a dépassé le stade du PowerPoint, il s'agit de démontrer la dynamique, donc
tant de temps, on a été capable de construire tel produit ou tel début de version bêta d'un produit, qu'on a réussi à avoir l'intérêt de tel client. Mais il ne s'agit pas d'atteindre tel chiffre d'affaires. Enfin, chez Aster, on a pu investir dans des projets qui n'avaient pas de chiffre d'affaires, comme des projets qui avaient du chiffre d'affaires. On va chercher une dynamique. Je pense qu'au début, quand on est encore en early stage, quand c'est notre cas, on va vraiment s'attendre à valider la qualité de l'équipe sur les compétences et la complémentarité des membres fondateurs et l'ambition qu'ils donnent à leur projet. Parce que c'est clairement avant tout le point essentiel qu'on va regarder. Un autre élément qui est particulièrement important, c'est le marché qui est adressé, la taille et les tendances. S'adresser à un marché qui est en décroissance, c'est a priori pas très intelligent pour construire une entreprise qui sera elle-même en croissance. Donc, le marché qui est adressé. Ensuite, le produit ou la proposition de valeur. Quand on est encore à un stade très jeune du projet, on va partir du principe qu'il y aura une certaine variable d'ajustement, sans complètement tout mettre à la poubelle et recommencer, mais il y a une certaine variable d'ajustement qui nous confortera dans le fait de pouvoir continuer. Donc, je pense qu'on peut citer l'équipe et le marché, mais derrière, évidemment, il y a plein de critères qui vont tourner autour de la proposition de valeur, de la différenciation, des barrières à l'entrée qu'on construit, du business model, de la scalabilité. Enfin, la liste est longue comme le bras. Il n'y a pas de grille de critères unique, ni chez Aster en interne, ni dans les autres fonds d'investissement, ni entre nous. Ce n'est pas un secret qu'on garde et qu'on ne donne pas aux entrepreneurs. C'est juste c'est les différentes philosophies et les différentes stratégies des fonds. À nouveau, je vous encourage vraiment à aller regarder les ressources en ligne parce qu'il y a beaucoup de choses. Et je vais rajouter un point que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Les conseils que je donne aux entrepreneurs qui veulent lever, c'est faites votre travail de rechercher les fonds. Comme je le disais, on n'a pas tous les mêmes périmètres d'investissement et les mêmes stratégies. On essaye d'être le plus clair possible. Et malgré tout, moi, chez Aster, où on investit dans l'industrie, dans la mobilité, je reçois encore très régulièrement des sujets en fintech ou en santé, alors que c'est clair qu'on n'est pas du tout là-dessus, on n'a rien dans le portefeuille. Et je pense que les entrepreneurs perdent un temps précieux en essayant d'adresser tout azimut tous les investisseurs et même griller des cartouches. Et ça, c'est plus grave que perdre du temps. Oui, donc bien faire évaluer analyser et effectuer un espèce de benchmark, ou en tout cas étudier véritablement disons, les caractéristiques principales et les domaines sur lesquels les fonds d'investissement vont pouvoir se positionner, parce que chacun, comme tu dis, a un petit peu sa philosophie, sa couleur, ses domaines et ses secteurs. Donc, effectivement, hyper important et je pense que c'est un très bon conseil. On a une autre question, effectivement, plusieurs questions qui sont plutôt en lien sur ton analyse et des potentiels, en tout cas ta vision de l'émergence des plateformes participatives de financement. Je ne sais pas si tu vois comme l'ITA par exemple. Comment est-ce que toi tu les perçois? Est-ce que pour toi c'est tu vois des acteurs un peu différents d'un fonds d'investissement, d'un VC comme Aster? Est-ce que c'est des choses qui sont complémentaires ou en concurrence? C'est complètement complémentaire. Et alors justement, chez Aster, on aime beaucoup en fait ce genre de levier parce que au-delà d'une poche de financement supplémentaire, ça apporte une visibilité extraordinaire de pouvoir montrer son projet à des centaines d'investisseurs privés ou même des individus, dans le cas du crowdfunding plus classique. C'est, je pense, une très belle opportunité de se rendre visible. On retombe sur le conseil que je donnais tout à l'heure. Nous, on offre cette possibilité-là aux entreprises dans lesquelles on investit. On a signé un partenariat avec SoWeFund, qui est la première plateforme de crowdfunding en equity en France, qui permet de complémenter l'investissement qu'on fait chez Aster par une levée en equity. Donc, moi, je pense que l'investissement devrait être à la portée de tous. Tout le monde n'a pas nécessairement les mêmes compétences ou les mêmes moyens d'analyser des projets, mais en tout cas, ces plateformes permettent de rendre visibles des projets qui resteraient autrement dans l'ombre. Donc, je pense que c'est absolument que c'est top. J'ai une de mes très bonnes amies qui a levé, qui a développé un jeu pour enfants, et ses premières levées de fonds, c'était du crowdfunding. Ça l'a rendue visible, ça l'a fait grandir. Derrière, elle a pu lever quelques années plus tard en VC.
Donc, non, je pense que c'est des choses très bien. Super. On a aussi une question un peu plus spécifique. Qu'est-ce que tu penses des leveurs de fonds? Donc, j'imagine que c'est des personnes qui vont t'accompagner notamment et qui vont t'aider sur ta levée de fonds. Donc, à ton avis, qu'est-ce que tu en penses tout simplement? Donc, les leveurs de fonds sont en effet, c'est une sorte de cabinet de conseil en levée de fonds qui ont à la fois une certaine expertise de ce que c'est qu'un process de levée de fonds, ce que vont chercher les fonds et aussi un carnet d'adresses. Il y a énormément de leveurs de fonds. Il y en a des privés qui vont être rémunérés au succès qu'ils vont avoir. Il y en a d'autres qui sont portés par les organismes européens comme l'EIT, European Innovation Technologies, j'ai un doute, et, qui vont aussi permettre ces éléments-là. C'est comme les fonds, il y a tout. Un leveur de fonds ne donne pas l'assurance de réussir à lever des fonds. Certains leveurs de fonds, et d'ailleurs pas mal de leveurs de fonds, ont des taux de réussite inférieurs à 50%. Donc, il y en a qui sont très bons et qui sont bien reconnus. Donc, ça vaut le coup, je pense, si dans votre stratégie, c'est intéressant de passer par eux. Il y en a d'autres, c'est moins le cas. Donc, à nouveau, il faut faire un peu de travail de recherche, prendre des références. À ma connaissance, la plupart des leveurs de fonds vont intervenir pour des tours un peu substantiels, à minima 5 millions d'euros. Alors, ce n'est pas le cas de tous, hein, je donne un chiffre, mais c'est grosso modo tout simplement parce que c'est comme ça qu'ils réussiront à se faire une success fee intéressante. Je pense qu'il faut pas penser que prendre un leveur de fonds permettra de passer 50% moins de temps sur l'investissement, sur le process. Un process d'investissement, c'est très très long et c'est pas le leveur qui va le faire à votre place. Il va l'impulser, mais il ne le fera pas à votre place. Et entre décider de prendre un leveur, vraiment, il faut voir la valeur ajoutée qu'il apporte. Enfin, vraiment, c'est le plus grand conseil que je donnerais. Et d'où la force encore du réseau pour recommander de potentiels leveurs de fonds et savoir à qui on s'adresse et si cette personne peut répondre à nos besoins. Je vais peut-être prendre une dernière question parce qu'il est 19h. En tout cas, c'est super de voir que vous avez été très, très nombreux à poser autant de questions et à rester présents. Alors, une question qui s'adresse plutôt sur la partie Femtech. Donc, comme tu le disais, chaque fonds a un petit peu une couleur et effectivement, certaines startups s'adressent à des besoins qui sont souvent sous-adressés que peuvent avoir les femmes sur les santé menstruelles, des thématiques plutôt sexuelles, l'endométriose, du cosmétique, le body positivisme, pour n'en citer que quelques-uns. Donc, est-ce que, c'est pas forcément une question, mais c'est aussi une question que moi je me pose, est-ce qu'il y a des fonds aujourd'hui qui se spécialisent un petit peu sur ce genre de thématiques et surtout, autre question du coup, si ce n'est pas le cas ou si c'est le cas, la personne nous dit que les investissements façonnent notre monde. Et je la rejoins effectivement là-dessus et c'est ce qu'on se disait au préalable. Et donc, est-ce que des investissements dans des domaines qu'on pourrait appeler Femtech, effectivement, vont aussi parfois et peuvent contribuer à œuvrer pour plus de diversité et d'inclusivité? Alors pareil, je vais faire une réponse courte. Les femmes, c'est 51% de la population de la planète. Ouais. Est-ce qu'on voit des fonds qui sont spécialisés pour des choses juste pour les hommes? Non, parce qu'on part du principe que de toute façon, il n'y a que leurs besoins qui comptent. Bon, je la fais courte et volontairement. Moi, je ne crois pas au fait qu'il y ait besoin d'avoir des fonds spécialisés pour financer des projets pareils qui concernent la moitié de la population de la planète. C'est anormal. Il y a des fonds, malheureusement, qui ont déjà fait. J'ai entendu des histoires aux États-Unis, des fonds qui faisaient ce retour en mode: ah non, nous, les sujets féminins, on ne fait pas. Mais dans ce cas-là, tant mieux pour vous de ne pas travailler avec ce fonds-là, parce que ce sont des crétins. Après, je pense qu'il faut se rapprocher des fonds qui ont un peu de track record en retail, en fait, sur des produits qui peuvent être dans leur stratégie d'accès au marché un peu similaire. Mais le fait qu'ils soient pour des femmes, pour moi, ça ne devrait pas. C'est pas un sujet. Effectivement, ça représente quand même plus de la moitié de l'humanité. Donc, voilà, ce serait étonnant. Mais en tout cas, super retour.
Je suis en train de voir effectivement s'il y a d'autres questions. Après, on a un petit peu dépassé le temps. Donc, malheureusement, je pense qu'on va devoir s'arrêter incessamment sous peu. S'il y a une dernière question, n'hésitez pas. J'ai vu aussi vos questions plutôt sur une partie partenariat entre est-ce qu'on accompagne des personnes à l'étranger et à l'international. Donc, je pense que de ton côté, Raphaël, et notamment au niveau d'Aster, vous avez aussi vous levez des fonds pour des entreprises qui sont à l'international. Tout à fait. Nous, on investit en Europe, aux États-Unis, en Israël. On a 4 bureaux. On a 2 en Europe, un à San Francisco et un à Tel Aviv. Donc, tout à fait. Sur Sista, on a un petit peu d'action, mais je pense que c'est typiquement des sujets qui sont à renforcer dans les mois qui arrivent. Et bah super. Donc si jamais parmi les participants, il y en a qui souhaiteraient rentrer en contact avec vous parce que vous êtes situé dans une région du monde et que vous êtes intéressé par Ouyassista, je pense que n'hésitez pas. Et après, sur d'autres sujets, notamment, je vois une dernière question de Maïnou avec une ONG Malachi sur la partie de possibilité de nouer des partenariats. On peut en reparler dans un second temps, mais je pense que là, on ne va pas non plus trop te retenir, Raphaël. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de partager ton expérience et ton analyse. C'était hyper intéressant, honnêtement, pendant ce Cheetos et pendant cette heure qu'on a passé ensemble. On espère que ça vous a plu. Vous étiez plus de 60, donc c'est vraiment super chouette de vous avoir pour accueilli sur ce Cheetos. En tout cas, merci encore, vraiment. On espère aussi que tu as passé un agréable moment et qu'on pourra en reparler, peut-être aussi se voir dans la vraie vie un moment. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à toutes pour les questions. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager ces éléments et j'espère que j'ai pu aider. Bah exactement, et nous aider un petit peu à mieux comprendre ce milieu des fonds d'investissement et donner quelques clés et conseils très précieux, aussi bien sur ton expérience personnelle que professionnelle, parce que vraiment, je pense que ça peut aider et donner plus de pouvoir et de visibilité et d'audace à toutes ces personnes qui souhaitent se lancer. En tout cas, nous, on a enregistré cette session et elle sera disponible sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter et à nous faire vos retours. On vous enverra un petit mail aussi avec les temps forts et bien évidemment le lien pour retrouver toutes les actualités de Sista et ce programme aussi qui va être lancé demain et qu'on a hâte de découvrir. Donc, on vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à suivre Sista sur tous les réseaux sociaux. On le Exactement. partagera très largement demain. Et super. Merci à tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis à très bientôt. Et encore bravo pour ce que vous faites chez We Are Sister. On trouve ça vraiment super de notre côté. Et à très vite. Bravo, bravo également. Bonne soirée. Au Toi revoir. aussi. Au revoir.